Les droits d'un citoyen canadien ont été violés. Par conséquent, le gouvernement du Canada était dans l'obligation de remédier à la situation. Omar Khadr a avoué avoir tué un soldat américain et en avoir gravement blessé un autre, mais il a fait ses aveux après avoir été torturé. Omar Khadr a 15 ans quand il est transféré au camp de Guantanamo, où il va passer 10 ans. These are killers. These are terrorists. À Guantanamo, Omar Khadr est torturé, privé de sommeil et gardé en isolement pendant des mois. What's happening? En 2003 et 2004, sans avocat, sans aucune accusation pesant contre lui, sans service consulaire canadien, Omar Khadr est interrogé par des agents du Service canadien de renseignement de sécurité. Leur but, donner de l'information aux Américains. L'histoire d'Omar Khadr se déroule à la fois très près et très loin de nous. Très près parce qu'il s'agit d'un citoyen canadien et que son nom a longtemps fait les manchettes, et très loin parce qu'une grosse partie de son histoire se déroule dans un endroit qui pourrait être sur une autre planète tellement c'est loin de notre réalité, la prison Guantanamo Bay à Cuba. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont eu besoin d'un endroit pour détenir et interroger les terroristes présumés. Ils avaient envisagé de les incarcérer sur des navires-prisons. Finalement, les centaines d'hommes capturés pendant la guerre contre la terreur ont été conduits sur la base navale américaine de Guantanamo, à Cuba. C'est le noyau central de la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis, établi en 2002 par le président américain George W. Bush. On y a enfermé des centaines de présumés terroristes et on sait que des horreurs s'y passent. Que les prisonniers y sont torturés et humiliés, qu'il s'agit d'une grosse zone grise où les droits de la personne ne s'appliquent pas. Une fois sorti de Guantanamo, Omar Khadr a fait une déclaration qui m'a marquée. Il a dit qu'il avait plaidé coupable parce que c'était son seul moyen de revenir au Canada. Il a aussi dit que son plaidoyer lui donnait une chance d'éviter la torture et l'abus constant à Guantanamo. Qu'est-ce que ça vaut, une confession obtenue sous la torture? Est-ce que c'est un moyen avéré d'obtenir la vérité? Et pourquoi est-ce que le Canada a présenté ses excuses à Omar Khadr par rapport à son implication dans les traitements qu'il a subis? Est-il le seul à avoir vécu ça? Parce que je vous le rappelle, la torture, elle est illégale au Canada. Je m'appelle Camille Lopez et je vous invite à découvrir avec moi jusqu'où on est prêt à aller pour connaître la vérité. L'art de mentir et de s'en sortir ou pas. Épisode 4, la torture. Aïe, 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 ça c'est un des... comment je dirais? Un des épisodes très noirs du Canada, à mon sens, pour quiconque s'intéresse un tant soit peu aux droits humains. Lui, c'est Frédéric Bérard, avocat et chroniqueur politique, aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Il a écrit le livre « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ». Ce cas-là l'obsède depuis des années. Faut reculer un peu pour bien faire comprendre les tenants et aboutissants de l'histoire, mais Omar Khadr, à ce moment-ci, est un enfant soldat. Qu'il a été intercepté en Afghanistan. Les Américains sont allés balancer des bombes sur une espèce de refuge d'Al-Qaïda dont faisait partie Khadr. Son père était déjà mort. Il était avec d'autres combattants ennemis, comme les appelaient les Américains. On l'envoie dans un centre militaire à Bagram, tout juste à côté. On lui fait croire qu'on l'envoie en Israël, et de ce fait-là, il sera nécessairement tué. Hein, il faut bien comprendre ça. Je répète, le Khadr est mineur au moment des faits, il y a 15 ans. Quand il se réveille à Bagram, tout juste avant, en fait, à vrai dire, c'est des paramédics américains, un paramédic américain qui l'a sauvé, parce qu'une fois qu'il s'est fait tirer dessus lors de l'attaque en question, la réalité, c'est que d'autres soldats américains voulaient l'assassiner au final, puis il y en a quelques-uns qui ont dit non, on le garde, on va le faire parler, il y a de la preuve, ce gars-là. Bref, et le paramédic a reçu la directive de lui sauver la vie, en quelque sorte, parce qu'il était trouvé comme un fromage suisse. Il avait perdu une partie de l'œil gauche, il s'est fait tirer une balle à travers l'épaule, il a été opéré à son retour au Canada une quinzaine d'années plus tard. Et quand il est arrivé à Bagram, donc je le répète, trouvé tout bord, tout côté,
Bagram, qui est la prison oui, en exact. Afghanistan. Et c'est un quasi-miracle qui était encore en vie. Ça faisait pas 1 heure qu'il était sur sa civière qu'on est venu l'interroger et pour le préparer à son interrogatoire, on lui a fait faire des séances de jumping jack pour justement le réchauffer correctement, disons ça comme ça, tiens. Et puis voilà, après quelques temps à Bagram où il n'y a absolument rien qui a été obtenu d'intéressant, on lui dit, on t'envoie en Israël. On l'a installé dans le fin fond de l'avion militaire, attaché, c'est-à-dire les chevilles et les poignets ensemble, position fétale, si vous voulez, dans l'espèce de chambre froide de l'avion. Or, les études médicales démontrent que cette position-là est suffisante pour faire mourir quelqu'un tellement qu'elle est contre nature. Or, non seulement Khader ne se dirigeait pas vers Israël, mais il se dirigeait dans un voyage pour un voyage qui allait durer beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire un voyage Bagram-Guantanamo, qui est un vol de, je me rappelle plus, là, 15 ou 18 heures, un truc genre peut-être plus. Il aurait très certainement pu mourir dans l'avion, ça c'est assez évident. Arrivé sur place, il a fait partie des premiers détenus du camp X-Ray. Le camp X-Ray, ça a été le premier camp de torture qui a été créé à Guantanamo par les soldats américains. Moi, je l'ai visité, X-Ray. C'est dans le fin fond d'un marécage. J'étais là, je sais plus, 6h30 le matin. Il y a des mouches à grandeur. Je peux même pas croire qu'on puisse laisser quelconque être vivant, et j'inclus les animaux là-dedans. Et puis, la torture a débuté manu militari, là, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi la torture? Ben, la torture, selon la définition très large de la Cour suprême dans l'arrêt Suresh, SURESH, c'est ce qui porte atteinte à la dignité humaine, essentiellement. Donc, c'est un concept qui, on s'entend, là, plus ou moins abstrait, très, très élastique, en quelque sorte. Tout ce qui va ressembler à un châtiment corporel, un châtiment psychologique, peut être aussi assimilé, donc, par définition, à de la torture. Pour le reste, les exemples sont multiples. Comme vous le savez, l'affaire Khader en témoigne bien d'ailleurs. La Charte canadienne interdit la torture, il y a plusieurs autres conventions qui l'interdisent. Est-ce que vous pouvez nous les nommer? Il y a 2 conventions essentiellement. Il y a une convention internationale sur la torture et l'une des conventions de Genève là, qui en traite très précisément, donc tout ce qui est rattaché au droit de la guerre essentiellement. Mm-hmm. Donc c'est interdit au Canada. Là. Ah ben absolument, c'est interdit par l'article 7 de la Charte canadienne, le droit à la liberté, le droit à la sécurité, le droit à la vie aussi. C'est interdit par l'article 12 qui protège l'individu contre les peines cruelles et inusitées, toute forme de châtiment afférent, donc par définition. C'est aussi interdit par le code criminel. Hein. Il y a des fonctionnaires qui peuvent faire jusqu'à 14 ans de prison s'ils procèdent à quelconque torture également. Est-ce que ça concerne juste ce qui se passe sur le sol canadien ou ça encadre aussi les fonctionnaires canadiens ailleurs, qui vont ailleurs? Ça a toujours été un peu compliqué. Il y a eu une grosse controverse doctrinale, jurisprudentielle. Est-ce que les agents canadiens qui commettent de la torture à l'étranger sont assujettis à la Charte? Est-ce que les agents canadiens qui commettent de la torture à l'étranger face à un citoyen canadien sont assujettis à la Charte? Il y a toujours eu cette espèce de flou-là. Là. C'est un peu compliqué, les questions d'extraterritorialité. Ce que l'on sait, c'est que dans l'affaire Khader, hein, où on avait 2 agents canadiens, 2 agents du SCRS, Service canadien des renseignements secrets, qui ont agi à Guantanamo, donc de manière extraterritoriale, mais sur un citoyen canadien, on a décidé donc d'appliquer la Charte canadienne et c'est à partir de ce moment-là, dans l'affaire Khader, que la responsabilité d'Ottawa a été enclenchée. Hein. Il y a quelque chose qu'on a élevé au rang d'un exemple, c'est le paradigme de la bombe à retardement qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et on place... Patricio Enriquez, c'est un réalisateur et producteur canadien d'origine chilienne. Ses documentaires parlent de la torture d'une manière extrêmement efficace, éclairante et troublante. Il parle du Chili, des États-Unis, mais aussi du Canada. On place un Jack Bauer de la série 24 heures chrono
devant un type qui sait que cette bombe-là existe, il sait où elle va exploser et à quel moment. Et alors, donc, la question qu'on pose pour justifier la torture, est-ce que un agent de renseignement va forcer, voire torturer le terroriste qui est devant lui ou non. Et ça, ce qui est étonnant, c'est que chaque fois que quelqu'un doit s'excuser, il amène cet exemple-là comme s'il venait d'inventer la phrase, alors que c'est la négation des principes moraux qui sous-tend tous les États qui ont un système de justice. Non, il ne peut pas y avoir des exceptions, il ne doit pas y avoir des exceptions, mais il y en a. Dans la pratique, il y en a. Et nous avons interviewé un cas Damien Corseri, qui est une des personnes qui a interrogé Omar Khadr, mais qui n'a pas torturé Omar Khadr parce que lui, il avait quand même une barrière éthique. Il ne disait pas les enfants. Et il considérait que c'était un enfant. Alors lui, il n'a pas torturé Omar et il était contre. Mais il a torturé plein d'autres gens. Il avait même fait faire un tatouage dans le ventre où il avait écrit « Il monstre » en italien, parce qu'il était d'origine italienne, et les gens le considéraient un monstre. Et ce type-là, il nous l'a dit, il n'a jamais eu une formation. Donc, on lui a dit « Tu vas là-bas ». On lui donnait des personnes. Il supposait au départ que, étant afghan et étant dans la prison, il avait quelque chose à cacher. Il commençait la séance de torture et quand il n'arrivait plus à sortir quelque chose, certains étaient considérés comme suspects. On les mettait dans un avion, ils se retrouvaient à Guantanamo. Il y en a eu comme ça. Puis finalement, 8 ans, 10 ans plus tard, on les libérait parce que c'était absolument injustifié. Les États-Unis, dès qu'il est arrivé là, lui, il pense qu'il est en Israël. Et là, on lui fait croire, en le torturant, et là, vous m'excuserez, c'est absolument abominable, mais c'est clairement ce qu'on lui a dit. Puis on se rappelle, c'est un enfant de 15 ans qui n'a pas d'avocat puis qui n'a pas le droit de voir sa famille. Et c'est ultra raciste ce qu'ils ont fait. Ils disent là, il y a un troupeau de Noirs qui s'en vient pour te violer. Puis le dernier à qui c'est arrivé, il en est mort. Et on dit ça à un enfant de 15 ans. Là. Ça commence comme ça, là. On arrive à Guantanamo. Après ça, dès qu'il arrive à sa cellule, qu'est-ce que tu fais, Khadr? T'as du sel? Comment ça, t'as du sel? T'as pas le droit d'avoir du sel? Et personne n'avait interdit d'avoir du sel. Le lendemain, ta serviette est mouillée, Khadr. Qu'est-ce qu'on fait? Piou, on l'envoie au trou, la chambre froide, pendant 30 jours. Il sort 30 jours après. Khadr, ta serviette n'est pas mouillée, tu te laves pas? Au trou, et ainsi de suite. Les soldats le réveillaient en pleine nuit pour déféquer sur lui. Frédéric Bérard, à votre connaissance, est-ce qu'on a réussi à déjouer des complots terroristes grâce à des informations obtenues sous la torture? Tout ce qu'ils ont dit sur les aveux de Khadr, moi, je vais vous dire, franchement, j'y crois pas pantoute. Même, je vais vous dire, ben honnêtement, c'est de la bullshit, cette histoire-là. Parce qu'il y a rien dans les requêtes qui laissent entendre un aveu quelconque. C'est pas sérieux, puis ils ont joué là-dessus jusqu'à la fin. Son plaidoyer de culpabilité. S'il y a quelqu'un qui est assez stupide, puis je pèse mes mots, pour croire que cet aveu de culpabilité témoigne réellement de ce qui est arrivé, là, c'est parce que vous êtes dangereux à l'air libre, là. Ben honnêtement, là. Parce que si ça fait 10 ans que vous vous faites torturer sans avocat ou à peu près, sans votre famille, ça se pourrait qu'après un moment donné, ça vous tente de sortir de cette place-là, puis que la seule manière, c'est justement de signer. Fait que c'est quoi la solution de rechange? C'est rester là, se faire torturer à vie? Oui. Puis moi, ça, je l'ai vu, puis j'ai même interviewé des juges là-bas. J'ai interviewé les procureurs de la poursuite, j'ai interrogé les procureurs de la défense qui m'ont tous dit la même chose. Juge, poursuite et défense m'ont dit la justice à Guantanamo, ça n'existe pas, c'est une joke pour pas dire autre chose qui est plus vulgaire. Il y a plusieurs cas qui montrent l'implication du Canada dans la torture de ses propres citoyens. Tous dans le but d'obtenir de l'information. Je vous rappelle que Maher Arar, c'est ce résident canadien, résident d'Ottawa, qui avait été déporté en Syrie en 2002, torturé, emprisonné parce qu'il était soupçonné d'être associé au groupe Al-Qaïda. Et une commission d'enquête l'avait par la suite complètement blanchi de tout lien terroriste. Et cette même commission avait durement critiqué les agences de sécurité au pays qui avaient transmis de faux renseignements au sujet de Maher Arar aux autorités américaines qui l'avaient ensuite déporté en Syrie. D'autres Canadiens avaient subi le même sort et ces erreurs tragiques sont survenues dans la foulée des attentats terroristes du 11 septembre 2001, alors que la sécurité nationale était devenue prioritaire.
Maher Harel, la question principale à laquelle il voulait une réponse, c'était jusqu'à quel point le Canada était au courant de ce qui s'est passé. Laura Julie-Perrault est journaliste et chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Elle a souvent parlé du traitement sordide imposé à des prisonniers au nom du Canada. En tout cas, moi, c'était une question qui m'a vraiment beaucoup intéressée après le 11 septembre parce qu'on s'est beaucoup tourné vers les mouvements islamistes pour essayer de comprendre. Et en même temps, on a commencé à voir la réaction canadienne, mais c'est après un petit bout de temps avant qu'on se rende compte de ce qui s'était passé. Donc, à partir de 2013, il y a d'abord eu la fameuse question de Maher Harel, un ingénieur canadien qui avait été envoyé en Syrie par les Américains, où il a été gardé en prison pendant 1 an. Et quand il est sorti, il a pu expliquer qu'il avait vraiment subi des mauvais traitements et tout ça. Il y a eu une commission d'enquête, la commission Harel, à laquelle j'ai assisté peut-être une dizaine de fois à Ottawa. Et c'était fascinant, en fait, d'entendre les diplomates canadiens, les agents de la GRC, où justement, Maher Harel, la question principale à laquelle il voulait une réponse, c'était jusqu'à quel point le Canada était au courant de ce qui s'est passé. Et ce que la commission a établi, c'est que le Canada avait eu un rôle dans la transmission d'informations qui ont servi ensuite à la torture de Maher Harel. Mais quand je repassais à travers les articles de l'époque, parce que ça fait quand même un petit bout de temps, je voyais aussi les témoignages des diplomates qui ont été auprès de Maher Harel, et notamment donc un consul qui a visité Maher Harel 9 fois. Maher Harel essayait de lui expliquer à mots couverts, parce qu'il était toujours en prison, qu'il était maltraité. Et chaque fois dans les rapports du diplomate, c'est pas sorti. Il le notait pas. Puis même une fois, Maher Harel a pris son courage à 2 mains pour lui dire « J'ai été torturé ». Et dans le rapport du consul, il est écrit « Tout se passe bien ». En gros, là, et ça, il avait témoigné de ça devant la commission Harel. Les bras de tout le monde étaient un peu tombés. Même chose pour l'ambassadeur du Canada en Syrie à l'époque. La Syrie, ça fait vraiment longtemps qu'on sait que la Syrie pratique la torture. Il faut juste aller lire n'importe quel rapport de Human Rights Watch ou d'Amnesty International pour le savoir. Puis ça arrivait sous Assad père, donc Hafez al-Assad. Et on savait que ça avait continué sous Bachar al-Assad, même si c'était peut-être un petit peu moins courant selon ce qu'on savait, mais on savait qu'il y avait eu plusieurs allégations. Et quand ils ont interviewé l'ambassadeur du Canada en Syrie à la commission Harel, il est allé dire qu'il n'avait aucune idée que la Syrie avait des problèmes avec son bilan des droits de l'homme. Donc, c'était assez... et là, on parle pas de balado sur le mensonge, mais... moi, j'écoutais ces témoignages-là, puis vraiment, tu te disais, mais on peut pas venir puis témoigner de ça après, ou il y a vraiment quelque chose qui marche pas dans la manière où on forme nos diplomates, où les gens essaient de se laver les mains, tout ça. Dans les dernières années, Amnesty International a signalé des cas de torture dans 141 pays. On peut en conclure que c'est un moyen extrêmement répandu, plus qu'on le pense, d'obtenir la vérité. Dans l'affaire Maher Harel, un agent de la GRC disait carrément que, pour le bien des Canadiens, c'est peut-être correct de faire affaire avec des pays qui n'ont pas exactement les mêmes standards que nous en droits de l'homme. Ça peut vous sembler choquant, mais notre devoir de protéger la population canadienne nous oblige de temps en temps à travailler avec des pays qui n'ont pas le même bilan que nous au chapitre des droits de la personne et des conditions de détention des prisonniers. Donc, ça permet au Canada de dire, nous, on respecte la Convention contre la torture, puis en même temps, quand notre sécurité nationale est en cause, on va pas le faire nous-mêmes. Mais bon, peut-être qu'à ce moment-là, ça justifie de faire un détour. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, au moment où on se parle, le Canada est en train de poursuivre la Syrie devant la Cour internationale de justice pour avoir contrevenu à la Convention sur la torture. Mais c'est un pays où on savait que les États-Unis ont envoyé certains de nos citoyens pour se faire interroger et pour lesquels nous avons fourni de l'information. Et dans le cas de Guantanamo aussi, donc on savait depuis très longtemps quand Omar Khadr était là-bas, on savait très bien, parce que c'était sorti dans les médias partout,
qu'il y avait des mauvais traitements à l'égard des prisonniers. Premièrement, que la prison était en dehors du système de droit international, que les droits de Marc Adair, qui aurait pu être considéré comme un enfant soldat, n'étaient pas pris en compte. Et malgré ça, donc, on a décidé qu'on contribuait à ces interrogatoires-là, toujours au nom de la sécurité nationale. Ces incidents-là ont amené à plusieurs rapports. Au moins, une des choses que le Canada a fait, que d'autres pays n'ont pas fait, c'est qu'on s'est quand même posé des questions sur comment ça avait pu se produire. Il y a eu des recommandations faites à la GRC, au SCRS. Jusqu'à quel point ça a été mis en place, je peux pas vraiment témoigner. Mais au moins, il y a eu un mea culpa de la part des autorités canadiennes pour ce qui s'était passé. Ça a été beaucoup moins le cas aux États-Unis. La sécurité nationale et les relations entre les deux pays ont été mis à l'avant de la violation des droits de ces individus-là. Quand on essaie de se faire un portrait de l'implication du Canada dans la torture de ses citoyens, 3 autres noms ressortent. Les Canadiens Abdullah Al-Malki, Ahmad Abou El-Mati et Mouayed Nureddin, qui ont subi un sort similaire à Maher Arar au début des années 2000. Le documentariste Patricio Enriquez connaît très bien les coulisses de cette histoire. Ça s'est passé entre 2001 et 2003. Le Canada, le Service canadien du renseignement et la GRC ont communiqué à la police syrienne parce que 3 citoyens canadiens d'origine arabe devaient passer par la Syrie pour des raisons personnelles. Un, c'était un Irakien, il allait se marier en Irak, chercher sa fiancée. Et donc, il avait une connexion dans l'aéroport à Damas. Et ces gens-là sont passés par là. Et le Canada a transmis au service syrien des informations sur eux, disant qu'ils étaient liés à des projets terroristes. Informations d'ailleurs qui ont été transmises aussi au service américain. Et ils ont été arrêtés en Syrie à la demande du Canada. Ils ont passé 2 ans en prison. Ils ont subi toutes sortes de tortures et ils ont été soumis à des interrogatoires, des listes de questions qui étaient envoyées par le service canadien aux tortionnaires syriens. Au bout de 2 ans, les Syriens ont commencé à s'étonner parce qu'il n'y avait plus d'interrogatoire qui leur arrivait par écrit pour continuer le travail. Et donc, ils ont commencé à demander qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là. Nous, on n'a rien contre eux. Et ces gens-là ont été libérés en Syrie. Parce que le Canada a perdu l'intérêt. Parce que le Canada a perdu l'intérêt et que les Syriens ne voyaient pas pourquoi ils les garderaient en prison encore. Les 3 hommes sont donc rentrés au Canada assez discrètement. On a vite compris qu'ils n'étaient associés à aucun projet terroriste. Et en 2017, le Canada leur a présenté ses excuses et leur a versé, en tout, 31 millions de dollars. Le ministère des Affaires étrangères est aussi présent à cette rencontre du 10 septembre. Ses représentants annoncent que Franco Pilarella, l'ambassadeur du Canada en Syrie, a offert son aide. Le diplomate propose d'aller en personne remettre au service de renseignement syrien les questions qui seront posées à Al-Malki. Il témoignera par la suite qu'il était au courant d'allégations de torture en Syrie, mais que sans témoin, on ne peut affirmer avec certitude qu'il y a eu torture. En 2009, l'administration de Barack Obama a rendu public les Torture Memos, ou les mémos de la torture. Il s'agit de documents secrets de la CIA décrivant les méthodes violentes employées par l'agence américaine dans sa lutte contre le terrorisme. Des moyens employés pour faire parler les présumés terroristes. On parle de les frapper, de les forcer à se tenir longtemps dans des positions douloureuses, de les priver de sommeil, de waterboarding, de les promener en laisse, de les humilier devant des agentes, de les déshabiller, de les mettre en couche, et je vous épargne les autres méthodes. Il y a un scientifique, Shane O'Mara, qui s'est penché sur ces mémos. Il s'est demandé s'il y avait des preuves que ces méthodes fonctionnaient. Dans son livre « Why Torture Doesn't Work », qui nous dit pas mal la réponse, il le dit. Non.
En fait, la torture ne produit pas de l'information fiable puisqu'elle altère complètement notre capacité à penser. La douleur extrême, dit-il, endommage la mémoire, l'humeur et la cognition. Au lieu de forcer une victime de torture à coopérer, ça va plutôt créer de la panique, de la dissociation, lui faire perdre conscience et causer des dommages neurologiques parfois irréparables. Laura Julie-Perrault, à part Omar Khadr, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu de condamnation dans le cas des 3 hommes en Syrie, dans le cas de Maher Arar. Ils ont été relâchés sans rien. Exactement. C'est vraiment encore un épisode difficile de notre histoire. Et il y a eu des compensations du gouvernement canadien pour le rôle qu'ils ont joué dans ça. Et moi, cette partie-là m'a aussi beaucoup intéressée. Le fait que notre propre gouvernement, les agents de notre gouvernement sont allés contre nos propres lois, contre la Convention sur la torture, mais que c'est les Canadiens en général qui finalement ont ramassé la facture et qu'il n'y a personne qui a eu à répondre de ces actes. Donc, le gouvernement, dans chacun des cas de ces hommes qui ont subi de la torture, ont remis à peu près, grosso modo, 10 millions de dollars à chacune de ces personnes pour les traitements qu'ils avaient subis et pour le rôle donc, que le Canada a joué. C'est 50 millions de dollars. La commission Arar a coûté aussi plus de 10 millions de dollars. Donc, c'est une grosse facture. On regarde ça en tout et partout. Il y a aussi le rapport Toup qui était sur et la torture de Maher Arar et les 3 autres hommes donc, qui ont été envoyés en Égypte et en Syrie. Et tout ça, donc, on parle de plus de 70 millions pour le gouvernement canadien, pour les contribuables et sans conséquences à l'intérieur de l'appareil étatique. Ça, c'est quand même assez dérangeant, selon moi. C'est sûr qu'il y a une certaine immunité du gouvernement, des élus, mais jusqu'où elle doit aller? Et si on fait plein de recommandations, est-ce que ça devrait pas, est-ce qu'il y a une partie de justice qui devrait aller avec ça pour voir en fait qui sont les personnes qui ont ordonné certaines choses? Parce qu'on a une immunité pour agir dans un gouvernement, mais on n'a pas une immunité pour ne pas suivre les propres lois qu'on a adoptées. Puis moi, je pense que cette question-là, elle reste pleine et entière, puis elle n'a pas été réglée. Patricio Henriquez. D'après le cahier de la justice publié en 2018, il y a eu 8 cas à Guantanamo où il y a eu des poursuites pénales. Ça ne veut pas dire qu'on les a condamnés. Mais Guantanamo, ce n'est pas le modèle d'une cour de justice, on s'entend. Donc, c'est 8 cas parmi 800. Ça veut dire qu'il y a à peu près 790 personnes qui ont été torturées pour rien. Ils n'ont pas été capables. On les a tous libérés presque. Il en reste 30 actuellement encore à Guantanamo parce qu'ils ne savent pas où les mettre. Laura Julie-Perrault, on sait que la torture, ça fonctionne pas. Fait qu'à quoi ça sert? C'est une excellente question. Puis, je devrais peut-être le poser à ceux qui le pratiquent plus qu'à moi. Mais c'est sûr que les rapports de torture, je pense qu'il y a un climat de peur que ça inspire. Est-ce qu'il y a une partie de ça? Est-ce que c'est aussi de montrer à la population, on reste pas les bras croisés et on est prêt à tout faire pour que vous soyez en sécurité? C'est une question aussi. C'est sûr que ce qui s'est passé dans ces années-là nous ont beaucoup inquiétés. Par contre, on se donne des règles en temps de paix pour être capable de les utiliser en temps de guerre, justement pour pas avoir de dérive, en se basant sur ce qu'on sait, notamment qu'en effet, la torture ne produit pas des confessions qui sont fiables. Ça, on le sait. Donc, pourquoi tout d'un coup? Parce que là, on a peur, on va contre nos meilleures pratiques et nos propres connaissances qui ont amené à adopter certaines lois. Je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser. La prochaine fois qu'on va se ramasser dans une situation où justement il y a une réaction émotive forte, la peur qui se prend, mais c'est de se rappeler de cet épisode-là post-11 septembre, des dérives qu'on a vécues pour pas les refaire, parce que finalement, ça nous a pas donné grand-chose, sauf une facture, parce que puis on a brisé des vies. Donc, on l'a vu, la torture, elle est interdite au Canada, mais on a aussi vu que lorsque la sécurité nationale est menacée, notre pays a trouvé des façons détournées de faire torturer ses citoyens pour les faire parler.
pour obtenir, et là j'ouvre de gros guillemets, la vérité. Mais ça finit, comme les experts et les victimes le disent, par, ironiquement, créer des mensonges. Ça montre l'importance de creuser dans les justifications qu'on nous donne et de demander très clairement où sont les preuves que ça marche. Et puis, je voudrais vous laisser sur un extrait de mon entrevue avec Patricio Henriquez. Des victimes de torture et même des tortionnaires, il en a rencontré plusieurs. Et quand je lui ai demandé ce que ça faisait à quelqu'un, à un présumé terroriste, de se faire torturer, voici ce qu'il m'a répondu. Le docteur Burton Lee, qui était le médecin personnel de George Bush père et ministre de la Santé, secrétaire de la Santé aux États-Unis pendant la présidence de George Bush père. Et c'est lui qui disait « On ne peut pas torturer les gens », il parlait d'Abu Ghraib à ce moment-là, parce que ça crée d'autres terroristes qui vont se venger. Vous en torturez un, vous allez en avoir deux qui vont appliquer la violence après. Quand ils rentrent, combien de gens sont rentrés à Abu Ghraib, la prison en Irak, sans jamais avoir été terroristes? Et combien sont sortis en étant des terroristes? Et il y a une quantité de gens qui deviendront vos ennemis par la suite. Ce balado est une production du groupe Fairplay pour Savoir Média. Idée originale, recherche, scénarisation et animation, Camille Lopez. Réalisation et habillage sonore, Caroline Delamotte. Mixage sonore, Francis Thibault. Responsable de la production pour Fairplay, Marie-Flo Ménard et Flavie Payette-Renouf pour Savoir Média. Direction générale de Savoir Média, Marie-Josée Lestage.